Donc, d'où le titre qu'avait choisi pour présenter ses positions, vous voyez, l'hebdomadaire Télérama, qui donc saluait en Charlotte de Perriand une héroïne de la modernité. Voilà donc comment elle est présentée aujourd'hui, comme vraiment quelqu'un qui incarne l'idée même de modernité dans notre pays. Je crois que cette photo, qui est désormais assez célèbre, résume assez bien un peu le personnage hein, dans ces années 20. Vous voyez cette jeune femme offrant sa poitrine nue au vaste espace des montagnes de Savoie qu'elle parcourait régulièrement. Elle était donc une fervente alpiniste. Et donc, dans cette photo, je crois que cette photo résume assez bien ce personnage, cette jeune femme émancipée et luttant pour l'émancipation des femmes de façon générale, un combat qu'elle n'a jamais cessé de mener tout au long de sa vie, et qui donc n'hésite pas à se lancer dans une aventure, y compris corporelle, hein, qui la place d'emblée dans les grandes figures de l'émancipation féminine des années 20. N'oubliez pas que cette époque où elle a, née en 23, elle a 20 ans, vous voyez, en 25, elle a 22 ans, c'est l'époque de La Garçonne. Hein, La Garçonne, le roman qui a fait fureur à l'époque, a été édité en 1922, hein, qui campe le personnage d'une femme libérée, qui a beaucoup choqué à l'époque, par exemple. C'est l'époque aussi de Coco Chanel, vous voyez, de Joséphine Baker. Toutes ces femmes qui, à leur manière, incarnent la modernité en marche et l'émancipation féminine qui a lieu après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, appelées donc années folles en France, mais bon, ça se discute. Bon, elles ont été folles pour certains, mais pas forcément pour tous. Hein. Bien. Voilà, par exemple, aussi pour illustrer ce côté sportif qu'elle a toujours assumé tout au long de sa vie. Donc, une alpiniste fervente, également férue d'escalade. Hein, c'était vraiment une sportive de ce point de vue, quelqu'un qui n'hésitait pas et qui donc a pratiqué l'alpinisme tout au long de sa jeunesse, de sa maturité, jusqu'aux portes de la vieillesse. Hein, donc, même à un âge assez avancé, elle continuait à pratiquer des randonnées en montagne et des choses dans ce genre-là. Voilà donc, vous voyez ce personnage tout à fait vraiment singulier et qui est ici photographié, c'est intéressant de le remarquer, à côté de, vous voyez, vous venez de voir une jeune femme sportive, un short, etc. Bon, et puis vous voyez là une élégante, charmante, absolument magnifique, qui est photographiée ici dans son appartement qui se trouve place Saint-Sulpice. Cette jeune débutante qui sort de l'école des arts décoratifs en 1922, 23. Donc, à l'époque, elle pouvait se payer sous les toits un appartement studio en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, place Saint-Sulpice. C'est pas guère envisageable aujourd'hui. Hein. Un étudiant désargenté, fraîche diplômé, n'aurait pas trop les moyens de se payer un studio au cœur de Saint-Germain-des-Prés. C'est son cas, et c'est là qu'elle est photographiée, et j'insiste sur ce lieu parce que c'est dans ce lieu que précisément va se forger une partie de son destin, même une grande partie de son destin, puisque c'est l'aménagement qu'elle a conçu pour ce studio qui va définitivement séduire Le Corbusier et l'encourager à l'engager dans sa propre agence d'architecture. Donc c'est vraiment un lieu qui a été capital pour sa carrière d'architecte et d'aménagement d'intérieur. D'ailleurs, ici sur la photo, la main qu'on voit ici, hein, qui a l'air de tenir une sorte d'auréole derrière la jeune femme, c'est la main de Le Corbusier. C'est une photo qui a été prise par Pierre Jeanneret, le cousin de Le Corbusier, qui travaille dans l'agence de son cousin, Le Corbusier, et qui sera donc aussi un ami très fidèle de Charlotte, jusqu'à devenir à un moment donné son amant,
ils auront une liaison assez intense et assez longue dans les années 30. Donc à la fois amis et amants. C'est un personnage qui a joué un rôle important aussi dans la vie et la carrière de Charlotte. Voilà, un plan plus serré de cette photo avec la main de Le Corbusier. Et vous voyez cette coupe de cheveux tout à fait moderne hein, pour l'époque, vous voyez. C'est vraiment, elle est vraiment très gracieuse cette Charlotte. Elle était très séduisante et je crois qu'elle a séduit beaucoup de gens autour d'elle. Et là voilà, un peu plus tard, devenue mère de famille. Là, c'est pratiquement 20 ans après, quasiment, peut-être un peu moins, avec dans ses bras sa fille, qui s'appelle Pernette, qui est née en 1944, si je me souviens bien, 1944 en Indochine. Je vous raconterai les tribulations de Charlotte entre le Japon et l'Indochine. Donc, c'est à ce moment-là que sa fille, son unique fille, n'a eu qu'un seul enfant, est née. Et c'est important de le savoir, cette Pernette-là, qui a donc aujourd'hui, vous voyez, calculé près de 80 ans, hein, elle est née en 1944, donc elle a 79 ans, c'est elle l'héritière, en quelque sorte, de l'œuvre de sa mère, et qui, depuis la mort de sa mère, en 1999, gère les affaires de Charlotte, avec son mari, Pierre Barsac, donc le gendre de Charlotte, qui est lui-même est devenu un grand spécialiste de Charlotte Perriand. C'est lui qui était le commissaire de l'exposition de chez Vuitton. Hein, c'est lui qui était donc le maître d'œuvre de cette exposition. Donc voilà, Pernette, cette jeune enfant dans les bras de sa mère, aura aussi donc un rôle capital pour l'image de sa mère et pour perpétuer donc sa notoriété jusqu'à aujourd'hui. Donc, à partir de cette introduction un peu générale sur le personnage de Charlotte Perriand, voilà ce que je me propose de faire. Vous voyez, 4 entrées successives qui me permettent de parcourir, grosso modo, elles s'enchaînent un petit peu, ces 4 parties, de manière chronologique. Donc d'abord, ces 10 premières années de 1927 à 1937 chez Le Corbusier, puis son engagement, je parlerai un peu longuement de son engagement, notamment au moment du Front populaire, dont elle a été vraiment un acteur important, une actrice importante. Puis les années 40, notamment, qui ont été des moments d'incertitude où elle se rend au Japon à la recherche justement de nouvelles sources d'inspiration, et qui seront donc des années de tâtonnement, mais qui finalement déboucheront sur un renouvellement de son esthétique notamment. Et puis enfin, je terminerai par l'évocation des travaux plutôt d'architecture notamment, qu'elle a réalisés dans les années 50, 60 et même 70, notamment pour la station de ski des Arcs, hein, en Savoie, en Haute-Savoie, qui est son grand œuvre des années 60 à 80, à laquelle elle va consacrer beaucoup de temps et d'énergie. Mais il n'y a pas que ça, je vous parlerai aussi de son travail à la cité universitaire de Paris, ou bien dans d'autres collectivités, comme le lycée climatique d'Argelès, dont nous dirons un mot. Voilà donc le programme pour aujourd'hui, et nous commençons tout de suite par la première partie, donc 10 ans chez Le Corbusier, 1927-1937. Voilà une photo justement prise dans l'atelier dont je vous parlais, l'atelier appartement, oui, et puis démonstrateur. Et il utilise son appartement pour montrer un petit peu ce qu'elle est capable de faire en termes d'aménagement, d'architecte d'intérieur, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est à ce titre qu'elle est engagée dans l'atelier de Le Corbusier. En effet, elle était assez gonflée, hein, cette jeune étudiante fraîchement diplômée des arts déco, qui va directement, qui ayant lu quand même les premiers livres de Le Corbusier de l'époque, dont je vous ai parlé moi dans un cours précédent, les fameux Vers une architecture en particulier, qui a été vraiment pour toute la génération des architectes et artistes de l'époque vraiment
une révélation, hein, qui a vraiment suscité des vocations et surtout suscité beaucoup de débats. Elle a donc lu vers une architecture, elle a lu d'autres productions, en particulier celles qu'il consacre à l'art décoratif à la même époque, et donc elle est déjà séduite par les idées, intéressée, séduite par les idées de Le Corbusier. Et un beau jour de 1927, elle fait ni une ni deux, elle va carrément frapper à la porte de l'atelier. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est quand même assez gonflée, parce que c'est pas évident, hein. Et donc elle se présente directement à Le Corbusier avec son carton de travaux sous le bras, et puis donc lui propose ses services. Il paraît que Le Corbusier, toujours assez bougon et renfrogné, et qui n'avait pas d'atome crochu avec la jambe féminine en général, lui aurait dit écoutez mademoiselle, ici on ne fait pas de la broderie de coussins. Elle aurait accueilli un RC Beau, mais la jeune Charlotte ne s'est pas démontée pour autant. Elle est revenue à la charge et elle lui a démontré de manière très matérielle ce qu'elle était capable de faire en l'invitant chez elle, lui et son noyau dur, hein, de son atelier de la rue de Sèvres. C'est à côté, là, on est à Saint-Germain-des-Prés, en gros, hein. On est dans le 6e. Il y a l'atelier de Le Corbusier à l'époque, rue de Sèvres, et donc elle habite à Saint-Sulpice, oui, c'est tout près. Et donc Le Corbusier se rend chez elle, et il avait déjà vu à l'exposition des arts décoratifs de 1927 la proposition qu'elle avait faite d'un aménagement d'un bar sous les toits, vous voyez, justement, dans ce genre de lieu qui est à l'époque donc peuplé par les rapins des beaux-arts, ou bien ce genre de personnages issus de la bohème, comme on l'appelait depuis le XIXe siècle. Dans ce genre de lieu, il y a donc des possibilités d'aménagement, et que donc la jeune Charlotte Perriand a su mettre en valeur au cours de l'exposition donc des arts décoratifs de 1927, que Le Corbusier a vu et que le public a vu aussi avec beaucoup d'enthousiasme, paraît-il. Et quelques mois après, il était invité donc dans son appartement personnel, place Saint-Sulpice, et là, elle lui montre ce qu'elle sait faire. Voilà le bar sous le toit du salon d'automne, où elle fait la démonstration que dans un espace réduit, on peut créer de la fluidité, de la lumière, de la convivialité, et qu'on peut donc, avec des moyens réduits, offrir un espace tout à fait convivial à des invités, à des amis que l'on reçoit en toute simplicité dans un décor tout à fait dépouillé, vous voyez, qui rompt très nettement avec ce qu'étaient les appartements haussmanniens que vous imaginez, richement décorés à la même époque dans tous ces beaux quartiers de Paris. Et puis voilà donc les dessins préparatoires de son appartement, de son installation, si j'ose dire, de l'appartement atelier de la place Saint-Sulpice, où elle va inviter donc Le Corbusier et les membres de l'atelier. Et donc voilà le dessin préparatoire, et voilà une photo d'époque prise donc de cet ensemble, avec, vous remarquez en particulier, bon mais là encore, hein, la simplification des formes, l'apparition d'un premier type de fauteuil, de siège, qui va devenir une pièce iconique, qu'aujourd'hui on s'arrache à prix d'or quand on en trouve. Donc fauteuil, comment dire, siège plutôt pivotant, fait d'acier chromé et rembourré de cuir, une table rétractable en aluminium mais en caoutchouc, qui permet donc d'utiliser au mieux l'espace, que l'on peut, on peut réduire l'emprise de la table. Vous remarquez l'utilisation des miroirs pour créer une illusion d'espace, de dilatation de l'espace factice, mais qui agit sur les sens. Mais bref, vous remarquez aussi l'utilisation déjà d'objets qu'on pourrait qualifier d'hétéroclites, qui ne sont pas forcément modernes, mais qui sont pris pour leur qualité esthétique ou poétique,
et que l'on peut utiliser comme élément décoratif là où d'habitude on met des pièces un peu chargées. Donc elle fait la démonstration auprès donc de Le Corbusier qu'elle est capable de concevoir des aménagements intérieurs modernes qui tiennent compte des avancées de l'architecture de ce temps-là. Et donc, du coup, elle crée sa place au sein de l'étude où elle va être donc chargée par Le Corbusier de concevoir précisément les aménagements intérieurs, car Le Corbusier s'est aperçu qu'il était à la bourre de ce point de vue. En effet, la même année 1927, il y a eu en Allemagne une grande exposition, enfin une sorte exhibition à Stuttgart, dont je vous ai parlé dans un cours sur Le Corbusier, qui s'appelle, c'était l'aménagement d'un quartier qui s'appelle Weissenhof, où quelques-unes des grandes pointures du mouvement moderne, dont Gropius, le fondateur du Bauhaus, Mies van der Rohe et d'autres, Le Corbusier était invité donc à construire chacun une villa ou un immeuble à titre de démonstration de leur savoir-faire, et donc que ce quartier devienne une sorte de quartier modèle de la modernité en Allemagne. Donc Le Corbusier, avec Pierre Jeanneret, va construire deux villas qui vont être remarquées pour leur qualité, mais en même temps, quand il va les faire visiter à ses amis allemands en question, Gropius, Mies, vont un peu se moquer de lui parce qu'il présente des villas vides. Il n'y a que de l'architecture. Il a oublié qu'une villa, ça s'habite. Et donc, il se rend compte à ce moment-là, à sa grande honte, qu'en fait, il est en retard sur les gens du Bauhaus, qui eux présentent leur villa avec les meubles déjà que vous connaissez, les meubles en tube chromé, en cuir, etc., de Marcel Breuer ou de Mies van der Rohe, qui sont déjà là présents dans les intérieurs. Et donc il mesure à quel point là il a été négligent en quelque sorte. Et donc du coup, la jeune Charlotte qui se présente à sa porte, c'est une affaire en or. Tout ça concourt à ce que Charlotte soit vraiment tout de suite intégrée dans l'équipe et y trouve une place éminente. Voilà donc dans ce contexte-là qu'elle va produire notamment un certain nombre de pièces de meubles, parmi lesquelles il y en a quelques-unes qui sont désormais considérées comme des pièces, on pourrait dire iconiques, qui figurent un peu dans tous les catalogues design que vous pouvez consulter, notamment le fameux fauteuil Grand Confort, constitué, vous le voyez, d'armatures métalliques et de fauteuils pouf en cuir. Alors, une petite remarque, vous voyez ici, sur un catalogue publié un peu plus tard, vous remarquez, modèle, ici à droite, vous le voyez tous, là, ici à droite, Le Corbusier, Jeanneret, Perriand. Donc ce coquin de Le Corbusier, qui ne perd pas le nord, s'est débrouillé pour faire passer cette création véritable de Charlotte Perriand pour une coproduction, quoi. Mais lui en tête quand même. Hein. Donc il ne perd pas le nord, le Corbusier. Donc c'est quand même quelque chose que Charlotte lui reprochera un petit peu plus tard, gentiment, et Le Corbusier acceptera plus tard, il reconnaîtra que la véritable conceptrice de ce genre de meuble, c'est bien Charlotte Perriand, et que lui a participé effectivement à la définition du meuble, mais pas plus que ça. Bon, ceci étant dit, voici une deuxième pièce qui peut être la plus connue, avec elle-même prise en photo dans les années 20, la fameuse chaise longue basculante, que l'on trouve d'ailleurs aujourd'hui dans plusieurs réalisations de Le Corbusier, comme la Villa Savoie par exemple, me semble-t-il, ou la Villa Roche à Paris. Donc c'est une chaise longue basculante qui a été calculée avec un système qui lui permet d'adopter 3 positions au choix, soit la position comme ça, chaise longue de repos, soit fauteuil rocking chair, soit fauteuil de repos avec le dossier dressé, vous voyez. Donc il y a 3 positions possibles. Donc là, l'idée, vous voyez, de meubles modulables,
qui est aussi dans l'esprit du temps et que Charlotte va vraiment illustrer à merveille. Troisième ici, dans mon tableau, mais que vous avez déjà vu dans son appartement de la place Saint-Sulpice, c'est le fameux donc, siège de bureau rotatif avec sa tubulure d'acier chromé et son assise et son rembourrage en cuir qui peut adopter des couleurs différentes, dont, vous voyez, parfois des couleurs assez vives, assez pétards, hein. Donc on n'hésite pas quand même à utiliser des couleurs qui tranchent avec, là encore, les traditions de l'art déco de l'époque. Car n'oubliez pas que nous sommes 1927, 28, nous sommes encore dans la lignée de la fameuse expo des arts déco de Paris, hein, de 1925. Là, vous savez que l'expression art déco découle du nom de l'exposition qui a eu lieu en 1925 à Paris sous le nom de Expo, qui ensuite est devenu l'Expo Art Déco de 1925 et qui a donné son nom à cette expression Art Déco. Voilà, donc ceci pour vous dire que l'esprit dominant à l'époque c'était l'esprit Art Déco, et l'Art Déco c'est pas tout à fait la même chose que le design moderne, c'est-à-dire que l'Art Déco, pour beaucoup des artistes décorateurs de l'époque, ça consiste à produire des pièces quasiment uniques, à l'usage d'une riche clientèle, des pièces magnifiques, que d'ailleurs aujourd'hui on s'arrache souvent à prix d'or, mais qui sont des pièces pas destinées à la production en série, qui sont des pièces quasi uniques, ou à très peu d'exemplaires, vendues très cher, et destinées à une clientèle, vous voyez, élective. Hein. Et l'esprit de Charlotte-Perriand, de Le Corbusier, c'est pas du tout ça, et du Bauhaus non plus. C'est au contraire de concevoir des meubles modernes qui soient susceptibles d'être produits en série de manière industrielle et de façon à les rendre accessibles à tout le monde, à monsieur tout le monde, et qu'elles entrent dans les foyers ordinaires de la population en général. Donc il y a deux formes de conception hein, de l'ameublement à cette époque-là. L'un plutôt qui reste élitiste et l'autre qui cherche les voies d'une solution pour la population en général. Alors voilà, dans la lignée de ces aménagements d'intérieur qu'elle propose dans ces années Le Corbusier, il y a en particulier donc cette proposition d'un appartement moderne, c'est comme ça que ça s'intitule, pour le salon d'automne 1929. Le salon d'automne, c'est le grand rendez-vous des arts décoratifs et de ceux qui ne s'appellent pas encore le design, mais qui est ça aussi. Hein. Donc elle propose cet aménagement d'un appartement moderne que voilà photographié à l'époque et que voilà reconstitué aujourd'hui avec les couleurs d'origine. Vous voyez en particulier, vous retrouvez le fauteuil grand confort, la chaise longue et les sièges pivotants. Mais voilà apparaître aussi quelque chose qui va devenir une constante chez elle, c'est ces étagères cloisons, hein, qui ont une double fonction à la fois de rangement et de séparation dans l'espace, sans constituer pour autant une coupure. Vous voyez, alors qu'un mur, une cloison, ferme l'espace. Ici, la proposition de Charlotte, c'est d'offrir à la fois un meuble qui puisse, de façon élégante, servir de rangement à tout un tas d'objets, qui peuvent être des livres, mais aussi bien autre chose, et qui en même temps ménage donc une transition avec une autre pièce que voici. Derrière, vous voyez cette étagère cloison, voici la partie nuit, on pourrait dire. D'un côté la partie jour, le salon où l'on reçoit, et derrière la partie nuit, avec le couchage, la salle de bain, et remarquez également ce bac de douche tout à fait original à l'époque, un circulaire, un espèce de cylindre de verre en particulier, tout à fait élégant, qu'elle propose donc à cette occasion.
Et ensuite, ceci nous mène en 1935 à l'Expo universelle de Bruxelles où là, l'équipe, à la fois Le Corbusier, Charlotte et d'autres artistes comme René Herbst, donc vous voyez le nom ici en particulier, Louis Saugneau et Fernand Léger vont proposer l'habitat d'un jeune homme. C'est appelé comme ça, avec une partie où le jeune homme en question, qui est supposé être un célibataire, plus ou moins fortuné, dispose d'un espace de travail, où il y a un bureau, un espace de travail, et puis à côté, un espace de détente et de loisirs, ou une sorte de petit gymnase personnel, vous voyez. Voilà pour la conception de cet espace qui est présenté comme un appartement, vous voyez, de 63 mètres carrés. Elle a fait exprès de dessiner sur le mur, un mur ici qui est recouvert d'une ardoise, vous voyez. Tout ça c'est une ardoise, et un peu comme une ardoise à l'école à l'époque. Elle dessine à la craie les plans de ce petit appartement de 63 mètres carrés, avec la partie donc ici de vie, avec vous voyez le repos, solarium, salle d'études et gymnastique ici, qui sera décorée de toiles de Fernand Léger. Et alors vous voyez sur la photo ici apparaître un nouveau type de fauteuil ou de siège qui rompt avec les tubulures d'acier chromé. C'est l'époque où donc elle s'éloigne des solutions à la Bauhaus qu'elle trouve désormais un peu trop mécanistes, un peu trop inspirées par l'esthétique industrielle, on va dire, et qu'elle va retrouver des formes qu'elle va qualifier d'organiques, de plus organiques, plus proches des formes dans la nature et des matériaux plus traditionnels, comme ici vous voyez le bois et la paille. Et donc désormais elle va entrer dans une nouvelle période où elle va donc s'engager vers une recherche de formes qu'elle va qualifier d'organiques. Vous voyez ici sur le mur une toile de Fernand Léger. Voici en couleur reconstitué ce même ensemble avec le fauteuil dont je vous parlais, vous voyez, qui est tout à fait différent hein, de ce qu'elle a proposé dans les années 20. La toile de Fernand Léger, une table de travail en ardoise polie, vous voyez, très travaillée, très belle pièce, reposant, vous voyez, de piétements métalliques. Et puis vous remarquez au mur, comme élément décoratif, des pièces tout à fait étranges. Ici, pas de tableau. Bon, il y a bien un tableau hein, ici, mais vous voyez ici des objets un peu étonnants. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont en fait soit des minéraux, des rochers, des éléments qu'elle a récoltés au hasard de ses promenades, dont je vais vous dire un mot, qu'elle pratique assidûment à ce moment-là, avec Pierre Jeanneret notamment et Fernand Léger. Très souvent, il parcourt les plages, vous savez que Fernand Léger est normand, et il parcourt les plages du côté de Dieppe, les plages, ou plutôt les grèves, hein, c'est plutôt des galets là-bas, hein, du côté de Dieppe, Fécamp. En tout cas, ils font des balades en bord de mer, et ils ramassent des bois flottés, des beaux galets, des noyaux de silex. La craie est lardée de bouts de silex dans le coin. Bon, bref, ils font comme ça leur petite récolte régulièrement, ils ramènent des objets, et ils les utilisent comme éléments décoratifs notamment. Voilà, pour compléter cet appartement, vous voyez des toiles de Fernand Léger qui exaltent l'effort, le sport. On est dans les années 30 où le sport est devenu à la mode. Hein, et donc, on est à l'époque justement où, à l'occasion du Front populaire, il va y avoir un développement vers le peuple des activités sportives et de loisirs de plein air, et qui sont souvent chantées par la peinture de Fernand Léger à l'époque. Remarquez aussi une radio. Ici, il y a une radio. Donc, c'est à la fois culture et loisirs et sport. Vous voyez, c'est un petit ça. Et je vous rappelle que quelque temps après, il y aura dans le gouvernement du Front populaire un sous-secrétaire d'État aux loisirs et au sport qui s'appelle Léo Lagrange.
On est dans cette année-là. Ça, cette expo a lieu en 1935. C'est les prémices, un peu, en France, du Front populaire et de l'esprit du développement des loisirs et du sport vers le peuple, qui en était privé en général jusque-là. Voilà quelques détails de cet appartement. Et donc du coup, vous voyez bien que insensiblement, je vais vous parler de l'engagement politique un petit peu de Charlotte-Perriand. Vous avez senti à travers mes propos l'allusion au Front populaire qu'elle est proche de ces idées-là. Et en effet, avec le rapprochement avec Fernand Léger, qui, vous le savez sans doute, a été longtemps un compagnon de route et même, je crois même, membre officiel du Parti communiste. En tout cas, il a été un compagnon de route fidèle pendant des années et des années. Et donc, par le biais de Fernand Léger, mais aussi de Pierre Jeanneret, qui était aussi assez séduit par les idées de la gauche en général à ce moment-là, ils vont se rapprocher donc tous les trois du Front populaire, de l'esprit du Front populaire, et donc elle va s'engager plus directement dans ce mouvement qui emporte un peu la France à ce moment-là. Donc, je parle d'engagement, mais il y a l'engagement, j'ai fait allusion à son appartenance à l'Union des artistes modernes et au SIAM. Donc, quand je parle d'engagement, il y a l'engagement, on pourrait dire, politique direct, mais il y a aussi l'engagement général dans le mouvement de la modernité qui compte autant à ses yeux et qui est aussi une manière d'affirmer son progressisme, si vous voulez, d'un point de vue social. Donc cette photo, pour vous rappeler justement, ce fameux 4e congrès du SIAM, le congrès qui va conduire sous forme de croisière de Marseille à Athènes, les membres du SIAM, et qui sera, dont le thème de réflexion est très important, c'est la ville moderne. Comment concevoir la ville d'aujourd'hui? Et c'est à cette occasion-là que les conclusions de ce congrès, 4e congrès de 1933, seront publiées 10 ans plus tard, pendant la guerre, pendant l'occupation, par Le Corbusier, et que ça prendra le titre de la fameuse la Charte d'Athènes. C'est là l'acte de naissance de la Charte d'Athènes. Et vous voyez sur la photo, je l'ai choisi exprès, vous voyez, vous reconnaissez, Fernand Léger avait toujours son air renfrogné et sa grosse moustache de sapeur. Hein, voilà, Fernand Léger, souvent affublé d'une casquette de marinier. Voilà Fernand Léger, voilà Charlotte-Perriand, voilà Le Corbusier, et voilà Pierre Jeanneret, et ben là j'ai oublié, je ne sais plus qui c'est. Bon bref, elle fait partie, vous voyez, de ce noyau qui réfléchit à ce que peut être la ville moderne. Donc Charlotte-Perriand n'est pas simplement une architecte d'intérieur, elle réfléchit aussi de manière plus globale à ce que peut être donc l'espace urbain et le logement de la ville moderne. Et là aussi, en matière d'engagement, elle va, comme beaucoup d'intellectuels, d'artistes de l'époque, elle va être séduite par la jeune Russie soviétique. Nous sommes dans les années 20 d'abord. Quand elle démarre sa carrière, en 1927, la révolution bolchevique n'a que 10 ans. Donc, elle n'est pas encore. La Russie soviétique de cette époque-là n'est pas encore la Russie complètement passée sous la férule de Staline des années 29, 30 et surtout les années qui suivent. Donc, l'image que la Russie soviétique projette à l'extérieur est celle, au-delà des difficultés terribles du régime, du dynamisme de la création artistique de l'époque, incarné notamment par les membres du mouvement qu'on appelait le constructivisme, dont Rodchenko, El Lissitzky, par exemple, sont parmi les plus connus. Mais en matière d'architecture également, la Russie soviétique fascine pas mal l'avant-garde européenne, l'avant-garde d'Europe occidentale, que ce soit le Bauhaus, qui a des liens très, très étroits avec la Russie soviétique. Donc l'avant-garde française,
l'avant-garde hollandaise, le mouvement de Stijl, dont je vais parler aussi. Tous ces gens-là font le voyage à Moscou. C'est le pèlerinage des jeunes architectes qui vont voir là-bas ce qui se passe. Parce que là-bas, il semblerait que des solutions nouvelles s'élaborent et que la Russie soviétique est en train d'offrir un nouveau cadre de vie au prolétariat, aux masses laborieuses, etc. Et donc, effectivement, il y a à ce moment-là en Russie soviétique tout un tas de jeunes architectes qui, enthousiasmés par l'espoir révolutionnaire suscité par la révolution d'octobre, se sont engagés dans le mouvement révolutionnaire et donc se sont mis au service aussi du régime de l'époque et donc accueillent les jeunes membres de l'avant-garde européenne pour des échanges souvent très fructueux. On dit que Le Corbusier s'est beaucoup inspiré, en particulier dans sa cité radieuse et ses formules d'habitat, comment dire, semi-collectif, avec des formules, vous voyez, de semi-collectif qu'il a expérimenté à Marseille. C'est largement inspiré de solutions qui étaient proposées en Russie dans les années 25-30 par certains architectes de l'époque. Donc aussi pour vous dire que Charlotte Perriand, avec Le Corbusier, vous voyez ici Le Corbusier, vous voyez Charlotte ici, photographiée à l'occasion d'une étude, car Le Corbusier a reçu une commande justement du régime soviétique assez importante, c'est la construction du Centro-Soyouz. Centro-Soyouz, c'est le siège des coopératives, le siège national des coopératives à Moscou. Donc c'est un bâtiment important dont il reçoit la commande à la fin des années 20, dont il va élaborer les plans progressivement jusqu'à le construire au début des années 30 et aujourd'hui encore, voilà la maquette qu'il propose. Vous voyez qu'on est vraiment dans l'esprit avant-gardiste. C'est pas le Kremlin, c'est pas les murailles rouges du Kremlin. C'est vraiment une architecture qui tranche avec la tradition de la vieille Russie et qui propose une solution novatrice pour accueillir ce siège des coopératives. Et donc il sera donc ce contrat sera honoré par le régime. Et voilà aujourd'hui, dans le Moscou d'aujourd'hui, ce bâtiment qui donc témoigne à sa manière de la volonté qui existait encore à l'époque de construire une architecture d'esprit moderne dans un pays qui se voulait l'avant-garde, puisque idéologiquement la Russie soviétique se voulait être le pays de l'avant-garde par excellence. Donc voilà, pour illustrer ses voyages à Moscou, elle en fera au moins deux importants, en 1931 et en 1934, avec des retours d'expérience un peu mitigés. C'est-à-dire qu'elle va à la fois apprécier la vitalité des mouvements d'avant-garde qui existent encore avant que la chape de plomb du stalinisme s'installe définitivement. Donc elle appréciera à la fois ça, mais elle verra aussi l'ampleur des problèmes que vit ce pays et la misère qui, malgré les efforts faits pour leur masquer, la misère qui existe dans les rues de Moscou et des villes qu'ils peuvent visiter. Parce qu'on leur fait visiter un certain nombre de réalisations dans le pays, notamment à Kharkov, dont on parle beaucoup en ce moment. Kharkov est à l'époque, dans la Russie soviétique de l'époque, une grande cité moderniste où les architectes justement bâtissent des bâtiments tout à fait, on pourrait dire presque futuristes, dans cette Ukraine nouvelle qui, à ce moment-là, se développe notamment autour des mines du Donbass. Bon, vous savez peut-être que le fameux mineur Stakhanov, Stakhanov, c'était un mineur ukrainien, et que son record là, de productivité de charbon, ça a été obtenu dans une mine du Donbass, là où on se bat aujourd'hui, autour de Donetsk, qui s'appelait, peut-être vous ne savez-vous pas, Donetsk, qui tire son nom aujourd'hui du fleuve, du Donetsk, puisque le Donbass, bassin du Don, du Donetsk, vient de là. Avant de s'appeler Donetsk, s'appelait Stalino.
Bon, voilà, petit rappel historique pour que vous voyez la continuité de l'histoire et de l'architecture dans ces régions mouvementées, alors qui sont aujourd'hui considérablement détruites. Alors, oui, excusez-moi, je me suis un peu égaré. 1936, à l'occasion donc du Front populaire, au Salon des Arts Ménagers, elle va exposer justement un photomontage extraordinaire de 16 mètres de long. Et là, on voit bien qu'elle s'inspire des méthodes des soviétiques. Les soviétiques sont devenus les spécialistes, ces artistes soviétiques, ces photographes, plasticiens soviétiques, comme Rodchenko, comme El Lissitsky, sont devenus des spécialistes du photomontage à usage politique, à usage propagandiste. Il y a un ministère spécialisé qui s'appelle le ministère une administration de l'agitprop à Moscou, dont l'objet est précisément de développer la propagande. Agitprop, agitation, propagande. Donc, mettre au service du régime les artistes qui utilisent les méthodes les plus avant-gardistes pour faire passer les messages du régime, du gouvernement. Et donc, on peut dire que, d'une certaine manière, Charlotte Perriand s'inspire de ces méthodes-là pour produire cette vaste fresque de photomontage le photomontage a été pratiqué aussi par les dadaïstes et les artistes surréalistes, hein, mais donc disons que Charlotte Perriand s'inspire là plutôt des méthodes de l'agitprop soviétique pour dénoncer la misère de Paris au moment du Front populaire, la misère de la population, notamment des banlieues de Paris. Et donc, dans les détails, bon, mais là il faudrait détailler tout ça, on n'a pas trop le temps de le faire aujourd'hui, voir tous les éléments qu'elle met en rapport pour dénoncer donc cette grande misère de Front populaire qui s'est formé, je vous le rappelle, au printemps 1936, autour de Léon Blum. Et puis nous en arrivons ici, un an après, à la fameuse Expo de 1937. Pourquoi elle se rappelle? Parce qu'elle y participe aussi. Elle va participer à cette expo au service du ministère de l'Agriculture. Mais j'en profite pour vous rappeler le contexte et les raisons de l'engagement de Charlotte Perriand. Charlotte Perriand s'est engagée depuis plusieurs années dans un comité d'artistes révolutionnaires qui bientôt va devenir un comité d'artistes révolutionnaires et antifascistes, dont un des animateurs sera plus tard André Malraux, qui rejoindra ce comité des artistes et des écrivains antifascistes au moment de la guerre d'Espagne. Donc on est dans ce contexte-là. Et j'ai choisi exprès cette photo pour vous rappeler qu'en 1937, à l'Expo de 1937 à Paris, entre le Champ de Mars et le palais de Chaillot, se font face ici le pavillon de l'Allemagne nazie, dessiné par Albert Speer, l'architecte favori d'Hitler, et ici le pavillon de l'URSS, dominé par la fameuse statue de l'ouvrier à la colcosienne, ici, chacun qui brandissent la faucille et le marteau, et qui sont tous les deux représentatifs de cet art pompier, de ce néo-académisme qui a gagné ces nouveaux États totalitaires. L'Allemagne hitlérienne et l'URSS stalinienne, comme par hasard, s'accordent sur un plan, en tout cas ici, sur le plan architectural et esthétique, à reproduire une architecture inspirée donc largement, un nouvel académisme on va dire, hein, qui est largement appuyé sur la remise au goût du jour d'un néoclassicisme grandiloquent à l'échelle de ces régimes, qui va donc caractériser les constructions de Moscou ou de Berlin à cette époque-là, en particulier la chancellerie du Reich, où vit Hitler, ou bien le projet de palais soviétique que Staline prévoit de faire construire au cœur de Moscou. Cette situation est d'autant plus paradoxale que, officiellement, le gouvernement français
Donc je vous rappelle qu'à l'époque, il a adopté la non-intervention dans la guerre d'Espagne. Milite pour la paix, et que sur l'esplanade du Trocadéro, là en haut, à côté du palais de Chaillot, se déroulent des manifestations pacifistes, inspirées par le pacifisme. Vous savez combien l'opinion française était partagée à l'époque sur l'attitude à avoir vis-à-vis des puissances fascistes montantes, et que de bonne partie de l'opinion française était profondément pacifiste, eu égard aux pertes de la Première Guerre mondiale, et que donc hésitait à s'engager dans un nouveau conflit qui peu à peu était dans l'air quand même, en 1937, qui commençait, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante en Europe, avec la guerre d'Espagne à nos portes et ce qui se passait en Europe centrale. Donc le paradoxe, c'est qu'il y a d'un côté en haut du Trocadéro des manifestations en faveur de la paix, alors qu'en bas, juste en bas, là, en bas du palais de Chaillot, devant la Seine, vous voyez de façon prémonitoire se défier les groupes sculptés du pavillon allemand et du pavillon soviétique. C'est que pour dire que le groupe des architectes et artistes modernes qui gravitent autour de Le Corbusier est partie prenante de cette aventure. L'architecte catalan Josep Louis Sert a été formé chez Le Corbusier, et il est copain avec Charlotte Perriand. Et c'est Josep Louis Sert qui conçoit, avec les faibles moyens de la République de l'époque, de ce qui reste de la République espagnole, le pavillon républicain, celui que vous avez là. Vous voyez, pavillon très léger, mais en même temps d'esprit très moderne. La modernité est là, peu de moyens, mais la modernité. Et vous venez de voir les moyens considérables des États fascistes qui n'hésitent pas à dépenser des sommes folles pour des pavillons complètement insipides. Donc, vous voyez le contraste entre ça, entre ces éléments. Et tout ça est dans un mouchoir de poche. Hein. Donc, je vous rappelle que c'est dans ce pavillon que, précisément, Pablo Picasso a peint, à la demande de la République espagnole, un tableau dénonçant le bombardement de Guernica qui a eu lieu quelques mois auparavant, en février, si je ne me trompe pas, ou mars 1937. Et là, on est à l'été 1937. Et pendant ces mois-là, Picasso va peindre dans son atelier des Grands Augustins cette célèbre toile. Voilà, c'était là qu'elle a été produite pour la première fois, montrée pour la première fois. Donc, voilà le pavillon du Japon, que je vous montre parce qu'il est très important. Vous voyez que c'est un pavillon également d'esprit moderne, qui a été conçu par Junzo Karakura, qui lui aussi a été formé chez Le Corbusier, et qui sera un des introducteurs de la modernité au Japon. Et il est très important pour Charlotte Perriand, parce que c'est lui qui va lui ouvrir les portes du Japon. Et donc qui va contribuer au renouvellement de son inspiration quelques années après. Mais vous voyez que le pavillon qu'il construit pour le Japon est presque le même, c'est un petit peu le même esprit que celui de l'Espagne de Josep Louis Sert. Hein. Donc, au passage, Josep Louis Sert, vous le connaissez peut-être par la fondation Miró à Barcelone. Si vous connaissez Barcelone, la fondation Miró sur la colline de Montjuïc a été dessinée par Sert. Et voilà justement ce que je vous disais. Voilà donc ici, quelques années après, Charlotte Perriand, accueillie au Japon par Junzo Karakura, qui donc va lui permettre de trouver une porte de sortie dans le désarroi qui est le sien à la fin des années 30. Voilà le pavillon, je reviens à 37, à l'Expo 37, voilà le pavillon de l'agriculture qu'elle conçoit avec Fernand Léger, qui est en fait une série de panneaux en plein air, tout à fait directement inspirés par les méthodes de l'agite-prop soviétique. Hein, c'est vraiment directement calqué sur la manière dont agissent précisément les artistes qui sont au service du régime soviétique à l'époque.
ce pavillon a été reproduit. Voilà quelques-unes des photos qui figurent sur ces panneaux, qui sont des panneaux de grande taille. Hein. Voilà, pour vous donner une idée, vous voyez, donc ici, on a reproduit l'ensemble du pavillon avec différents panneaux qui exaltent le travail et qui mettent en regard le travail agricole et le travail industriel, les deux devant concourir à la modernisation du pays, et l'agriculture ne pouvant se concevoir comme l'agriculture du XXe siècle ne pouvant être conçue que comme étant modernisée grâce à l'industrie nationale. C'est un peu ça la thématique de ce pavillon. Alors vous voyez, la photo noir et blanc ne rend pas bien compte de la puissance évocatrice, de la force plastique de ces propositions de Charlotte Perriand. Vous voyez qu'avec les dimensions de cette... Ça c'est grandeur nature. Vous avez là, grandeur nature, dans une exposition, reproduit donc ces éléments qui ont figuré en 1937. Voilà. Et donc ceci nous conduit à ces années où elle est à la recherche d'un renouvellement, où elle va donc essayer de trouver. Elle a rompu avec Le Corbusier en 1937. Pourquoi ? Le Corbusier, vous le savez peut-être, j'ai fait allusion, dans ces années-là, il a quand même un tropisme, on va dire, gentiment, envers les régimes autoritaires. Que ce soit le régime soviétique d'ailleurs, ou les régimes de type fasciste, que ce soit l'Italie mussolinienne, voire même le régime du Troisième Reich. Le Corbusier, quelqu'un qui, de par la radicalité de ses propositions, pense qu'il ne pourra les réaliser que finalement qu'avec l'appui d'un État puissant, qui saura faire abstraction des intérêts particuliers au nom d'un intérêt supérieur global. Donc, d'où sa fascination pour ces régimes qui, ayant les pleins pouvoirs, peuvent d'un trait de plume procéder à des aménagements urbains considérables. Et précisément, dans ces années 30, par exemple, l'URSS construit des villes nouvelles, je ne dis pas à tour de bras, mais en fait de nombreuses villes nouvelles, des villes industrielles, et donc fait la preuve qu'on peut bâtir un monde nouveau, très rapidement, avec de la volonté. Donc, voilà peut-être une des origines de l'attirance de Le Corbusier pour ces régimes-là. Le fait est qu'en fait, en France aussi, il y a une partie de l'intelligentsia, qui est des intellectuels qui sont fascinés par le fascisme. N'oubliez pas qu'il y a un fort anti-parlementarisme. On parle de l'actualité aussi. Il y a un fort anti-parlementarisme en France dans les années 30. La République est pourrie. Affaire Stavisky, etc. Vous voyez, donc je veux dire, il y a une atmosphère très délétère. La Troisième République est rejetée par beaucoup de gens comme étant un régime pourri, un régime de combinards. Vous voyez, hein ? Et donc, les solutions à la fasciste, ça fascine beaucoup de gens à l'époque, y compris en France, et y compris dans l'intelligentsia, y compris dans cette catégorie que je vous ai décrite comme les futurs technocrates. Une partie de la technocratie, de ce qui va constituer la technocratie française, que ce soit sous Vichy ou après la guerre, a souvent côtoyé des groupuscules, des revues à caractère, on va dire, fascistoïde, ou pour certaines, franchement, affirmant carrément leur attirance idéologique pour le fascisme, comme la revue Prélude, à laquelle Le Corbusier a contribué avec plusieurs articles où il fait des propositions d'aménagement. Donc, il a été effectivement assez proche de ces mouvements-là. Et du coup, ça l'a beaucoup, vous imaginez le grand écart avec Charlotte Perriand, qui elle est engagée du côté du Front Populaire à l'époque. Et donc ça a été 1937, ils ont rompu, et donc Charlotte Perriand quitte l'atelier de Le Corbusier
Et donc se retrouve un peu désemparée aussi, hein, parce que là, elle a consacré 10 ans de sa vie déjà à ce travail-là. Elle pédale un petit peu dans la semoule, là, elle ne sait pas sur quel pied il faut danser, d'autant plus que elle qui est engagée, qui est proche du Parti communiste, comme Fernand Léger, elle n'a jamais été membre, mais elle est, comme on a dit souvent, les compagnons de route un peu, vous voyez. Bon, et patatrac, août 1939, alors que la guerre menace en Europe, vous vous rappelez qu'en août 1939 est signé le pacte germano-soviétique. Alors pour les communistes français et leurs sympathisants, c'est le coup de tonnerre. Alors là c'est le désarroi. Hein. Bon, pour beaucoup, ils ne savaient plus quoi penser. Hein, donc, du jour au lendemain, beaucoup de gens se retrouvent comme ça, un petit peu, sur le plan idéologique et politique, complètement dans le désarroi le plus total. Et c'est justement à ce moment-là que, précisément, elle va recevoir une offre qui va être providentielle, mais auparavant, je voudrais évoquer, c'est celle d'aller au Japon. Auparavant, dans ces années-là, elle a cherché à renouveler son inspiration à partir de ce que Le Corbusier appelait les objets à réaction poétique et elle-même l'art brut. Et à pratiquer à partir de la photo. Donc, d'une part, la promenade en bord de mer, en forêt de Fontainebleau et dans d'autres lieux comme ça, avec ses copains ou amants, comme Pierre Gendré, qui était à l'époque son compagnon, Fernand Léger et d'autres. Hein. Ils partent comme ça en balade et ils reviennent avec des musettes pleines de trucs qu'ils ont ramassés, qui vont de vieux morceaux de bois, des pierres particulières, mais aussi des vieilles godasses, n'importe quoi qui peut offrir une possibilité esthétique particulière. Et tout ce travail de récolte devient en studio un travail photographique qu'on appellerait aujourd'hui plasticien. Voilà des photos de Charlotte Perriand qui ont été publiées récemment. Et vous voyez que donc, sur un format toujours identique, par exemple ici le format carré, elle va donc pratiquer une photographie tout à fait particulière de studio. Ce n'est pas des photos prises sur le motif, elle le fait aussi, hein, des photos sur le motif, par ailleurs, c'est-à-dire elle se balade avec l'appareil photo, quand elle fait des randonnées en montagne, tout ça. Et donc, elle sait aussi prendre de la photo sur le vif. Mais là, c'est une photo vraiment de studio, plasticienne, où on voit qu'elle est à la recherche de sources d'inspiration nouvelles, qu'elle puise donc dans des objets tout à fait hétéroclites, qui peuvent être des squelettes de poissons, des ossements, des bois flottés, des roches qui ont des configurations particulières. Bref, tout un tas d'objets comme ça, qui vont servir donc de support à sa réflexion. Y compris, alors quand je dis elle peut pratiquer la photo sur le motif, voilà un exemple. On voit très bien qu'il s'agit d'un rocher patiné, pris en photo quelque part en montagne, visiblement d'après l'arrière-fond, vous voyez, mais qui constitue en soi une véritable sculpture comme ça, naturelle. Hein. Voilà une forme organique, comme on les appelle, donnée par la nature. Ou bien des amas de métal fondu, ou bien, à la manière des photographes allemands de l'époque du Bauhaus, de l'atelier photo du Bauhaus, ou bien du courant qu'on appelle la nouvelle vision, un travail comme ça sur des matières industrielles dont on explore les possibilités plastiques et poétiques en même temps, vous voyez. Donc une photo quand même assez avant-gardiste, à laquelle elle a été initiée par une vieille amie qu'elle a rencontrée à l'époque de ses études aux Arts Déco, qui est Dora Maar. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Dora Maar? Dora Maar, c'était la compagne Picasso, malmenée par lui, largement malmenée par lui, dans les années 30, je crois, et puis jusqu'aux années 40, me semble-t-il. C'est elle qui a photographié les photos Guernica, l'élaboration de Guernica, si vous connaissez ces photos prises dans l'atelier de Picasso, c'est elle qui à l'époque
et sa compagne, et qui photographie. Et c'est une très grande photographe, Dora Maar, vraiment. Et c'est elle qui a initié, dès leurs jeunes années, dès les années 20, donc Charlotte Perriand à la photographie, et donc qui est un peu à l'origine de ce travail-là. Dora Maar, c'est la femme qui pleure, si ça vous dit quelque chose. Hein. Les tableaux, les femmes qui pleurent. Et elle avait de quoi pleurer, visiblement. Donc, voilà un exemple des photos, encore, vous voyez, prises dans la nature, et dont on voit qu'elles vont servir de support à une nouvelle forme d'inspiration. Vous voyez ce galet, aux formes lisses, visiblement prise quelque part sur une plage, et qui, on voit bien, il a filiation dans une table basse, ici, en bois épais, mais qui adopte une forme qu'elle appellera organique, car inspirée des formes naturelles de la nature. Ou bien ici, ces coupes de bois, vous voyez, dont on devine qu'elles pourront donner lieu également à des tables, vous voyez, ça sert de support imaginaire à une source d'inspiration. Mais tout ceci n'est pas suffisant, et donc, finalement, elle cède à la proposition que lui fait donc Karakura, qui lui est rentré au Japon, et qui lui propose, de façon, elle reçoit une proposition officielle du gouvernement japonais de devenir conseillère pour l'industrie japonaise, qui est à l'époque à la recherche, elle aussi, de sources d'inspiration pour faciliter son commerce extérieur. Il y a toujours eu, depuis que le Japon a voulu se tourner a voulu se moderniser, le Japon s'est tourné vers l'Occident comme source d'inspiration. Et donc dans cette lignée-là, Charlotte Perriand est perçue comme quelqu'un qui peut apporter au pays son savoir-faire et donc initier des artistes ou des créateurs japonais de manière à ce qu'ils puissent produire des objets susceptibles de plaire aux Occidentaux. C'est le souci de ce ministère, qui s'appelle le ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est de faciliter les exportations japonaises. Mais la période est un peu bizarre, on est en 1940, et finalement, après avoir hésité, elle se décide et elle embarque, tenez-vous bien, à Marseille, sur le dernier bateau japonais qui quitte la France, le 15 juin 1940. Je ne sais pas si vous avez les éléments historiques en tête. Le 15 juin, les armées allemandes rentrent dans Paris, hein, en gros. Et à Vichy, le gouvernement du maréchal Pétain se prépare à demander l'armistice dans la soirée du 17 juin. Et le lendemain, vous savez que le sous-secrétaire le combat. Tout ça, c'est 2 jours après le départ de Charlotte Perriand de Marseille. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu mouvementé tout ça. Hein. C'est sauve qui peut, quoi. Et donc, elle ne fuit pas le pays pour fuir le pays, mais elle saute sur l'occasion de trouver une porte de sortie dans son désarroi intellectuel et esthétique. Et grâce à Karakura, elle va donc le trouver. Car en effet, elle va vraiment... Alors, je précise pour le Japon, parce que vous êtes peut-être surpris, le Japon, pour vous, c'est sans doute le pays qui est entré en guerre contre les États-Unis. Oui, mais c'est pas encore là. On est en 40. Ce n'est que le 7 décembre 41 que l'aviation japonaise attaque Pearl Harbor et déclenche la guerre avec les États-Unis. Jusque-là, le Japon est plus ou moins allié avec l'Allemagne. Ils ont signé un pacte, hein, mais la nature de ce pacte n'est pas très claire. C'est un peu comme la Russie et la Chine d'aujourd'hui, vous voyez. C'est pas très clair quelle est la nature de leur alliance. En tout cas, ils ne sont pas en guerre directement avec la France. Et donc, cette citoyenne française peut voyager jusqu'au Japon et rentrer, donc et être accueillie très favorablement dans le pays. Donc, après ce voyage, elle se met au travail et elle y trouve vraiment beaucoup de plaisir. Elle va vraiment
parcourir le pays et se rendre compte à quel point ce pays recèle des ressources esthétiques extraordinaires. Et ça va être pour elle un renouvellement vraiment complet, à la fois dans la création d'objets, mais aussi dans la conception de l'espace. Ça, c'est le plus important, la conception de l'espace intérieur. Et en particulier, elle va donc visiter les fameuses villas impériales de Kyoto, qui sont un modèle, et qui donc vont beaucoup la frapper. J'ai noté l'expression qu'elle emploie. J'ai découvert au Japon le pouvoir du vide, la religion du vide. Le vide contient tout. Et en effet, elle va appliquer ceci à sa conception de l'espace intérieur. Voilà des photos prises, vous voyez, de ces villas, les villas impériales de Kyoto, avec notamment, vous voyez, parmi les caractéristiques principales de cette architecture traditionnelle, le bois, bien sûr, le bois, comme structure et en même temps comme élément de bardage. L'ouverture à l'extérieur, donc circulation intérieure-extérieure, parois coulissantes, semi-transparentes, avec ces fameux papiers japonais qui laissent passer la lumière. Utilisation, on vit au sol, utilisation du tatami. Le tatami qui est presque, comment dire, un élément standard qui sert à mesurer la taille des pièces. C'est la mesure universelle, le tatami. Donc tout ça va vraiment percoler dans l'esprit de Charlotte. Et voilà par exemple sa traduction chez elle. Après la guerre, dans le logement qu'elle va habiter avec son mari, il s'est marié entre-temps, je vais y revenir, elle conçoit un appartement japonais, vous voyez, tout à fait inspiré des villas japonaises traditionnelles, en même temps qu'elle y introduit des meubles qui sont, eux, inspirés par ces balades de l'avant-guerre, vous voyez, avec à la fois les formes organiques et les tabourets de berger. Ça, ces petits tabourets en bois sont inspirés directement de ce qu'elle a vu utilisé par les bergers en Savoie lorsqu'ils traient les vaches à la fin de la journée. Vous voyez ? Donc, elle tire parti d'un peu tout pour concevoir une nouvelle vision de l'espace intérieur. Et elle propose donc à Tokyo en 1941 une exposition où elle montre aux Japonais qu'ils ont chez eux des éléments pour moderniser leurs intérieurs et en même temps favoriser leur commerce extérieur. Et donc cette exposition s'appelle « Contribution à l'équipement intérieur ». Donc la formulation est intéressante. « Contribution à l'équipement intérieur, sélection, tradition, création ». Et le lien entre la tradition et la création. Voilà, c'est à cette occasion qu'elle conçoit, vous voyez la filiation avec sa fameuse chaise longue des années 20. Elle transpose la chaise longue des années 20 avec les matériaux locaux en bambou, vous voyez, et elle conçoit cette chaise longue qui sera exposée à cette exposition de 41. De même que des banquettes, vous voyez, qu'on peut garnir de coussins pour s'allonger ou dormir, puisqu'on vit bas au Japon, on vit au ras du sol. Et la voilà prise en photo dans une exposition qui aura lieu après-guerre à Tokyo, exposition de synthèse des arts, où elle va renouer avec cet esprit de tradition-création. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, le Japon est entré en guerre, et donc elle s'est trouvée piégée. Là, cette fois, elle était piégée avec un Japon en guerre officielle, avec l'Amérique notamment, mais avec les puissances alliées également. Donc, comment rentrer ? Donc, c'est là que les tribulations, pendant un an, elle va essayer de rentrer, et finalement, elle va finir par échouer, si j'ose dire, en 1942 en Indochine. À l'Indochine qui est restée française. À l'époque, l'Indochine est encore gouvernée par Vichy, et elle n'a pas été envahie par les Japonais. Donc, il y a là-bas une colonie française qui vit là-bas au bout du monde,
au milieu d'une Asie en feu et qui est relativement préservée. Donc c'est là qu'elle va rencontrer un officier de marine qui est un peu un haut fonctionnaire, en gros, de Vichy là-bas, qui représente la France là-bas, plus ou moins, et qu'elle va avec lui donc se marier et avoir un enfant, la fameuse Pernette, qui est née à ce moment-là en Indochine en 1944, vous voyez, qui est le fruit de cette rencontre. Et c'est avec elle, donc, c'est avec lui qu'elle va donc vivre, et ensuite ce Jacques Martin, voilà comment il s'appelle, va devenir le représentant d'Air France à Tokyo, au Japon. Et donc elle va le suivre au Japon, et c'est là qu'elle va en même temps concevoir son appartement, dont je vous ai montré une photo, et cette expo Synthèse des arts, à laquelle elle invite Fernand Léger et Le Corbusier, avec lequel elle s'est réconciliée. Car depuis 1946, elle est rentrée en France en 1946, et donc elle a renoué avec Le Corbusier, elle a contribué à la construction de la cité radieuse de Marseille notamment. Et là voilà, une très belle photo je trouve, prise par son mari Jacques Martin en 1954, à cette époque donc où elle revient au Japon et où on voit quand même visiblement la séduction qu'exerce ce pays auprès d'elle. Et c'est là que sera conçue cette fameuse chaise, qui est une de ses créations les plus célèbres, la chaise ombre, en bois, en contreplaqué thermoformé, une méthode mise au point à ce moment-là, qui permet de travailler les bois pour les tordre et leur donner des formes particulières, laqué en noir. Et là vous voyez bien quand même la référence au Japon. On a l'impression qu'on a affaire à un idéogramme japonais, hein, bon, avec la calligraphie japonaise traditionnelle. Donc, mais elle perd pas le sens du pratique. Cette chaise ombre est empilable, vous voyez, donc elle est à la fois très esthétique, très belle, mais en même temps elle a un côté très pratique dans une maison, par exemple, où l'espace est mesuré. Et on verra donc à ce moment-là, plus tard, à l'occasion de cette exposition, on verra, on va remettre au goût du jour cette inspiration japonaise au cours de diverses expositions, dont une des plus importantes a eu lieu donc à Saint-Étienne, intitulée Charlotte Perriand et le Japon, à l'occasion de la Biennale du Design, car Saint-Étienne, je ne sais pas si vous le savez, est devenue une des capitales européennes du design, et elle a un centre de formation important, et elle organise régulièrement des biennales de design qui sont très, très courues. Et donc c'est à cette occasion qu'on a recréé des intérieurs conçus par Charlotte, avec, là vous retrouvez, vous voyez, comme dans l'expo de Tokyo, les tables basses, les tabourets, qui sont, on va dire, d'inspiration européenne, la chaise, ici, d'inspiration japonaise, et puis les luminaires, peut-être que vous en avez chez vous maintenant, hein, ben, ils datent de cette époque-là. Ces luminaires japonais en papier, ben, ils viennent, c'est elle qui les a importés du Japon, hein, et qui les a fait connaître à Paris dans les années 50, notamment dans une galerie, boulevard Saint-Germain, où étaient exposées en même temps ces créations et celles de Jean Prouvé. Hein, vous savez qu'ils avaient des relations d'amitié et de collaboration. Et donc c'est à cette occasion qu'ont été introduites en France ces luminaires qui ont des formes diverses et qui sont devenus très populaires, j'imagine. Voilà donc l'expo recréée Synthèse des arts de 1955 avec donc Fernand Léger et Le Corbusier, où l'on retrouve ces diverses pièces et où apparaissent, c'est là que je voulais en venir, nouveauté de l'époque, les fameuses étagères qui vont aussi contribuer à sa célébrité, les étagères qu'on va appeler, les étagères qu'elle va appeler elle, les étagères nuages, parce que il paraît, elle raconte elle dans son autobiographie, qu'elle a été
son attention a été attirée un jour dans un intérieur japonais par des étagères accrochées au mur de façon apparemment aléatoire à différents niveaux et qui figuraient de façon un petit peu schématique une sorte de nuage, vous voyez, flottant sur la cloison. Et ça a été le déclic pour elle d'une nouvelle conception des étagères, des rangements possibles, et qui va être très riche, puisque finalement, dans les années 50, elle va se rendre célèbre justement par ces étagères dites nuages, dont voilà quelques exemplaires, vous voyez, qui reposent avec des plots, vous voyez, souvent ici sont en bois, mais souvent métalliques, et des simples planches de bois, brutes ou vernies très légèrement, avec des montants, souvent métalliques, que l'on peut déplacer, disposer de manière différente, et donc qui introduit la notion de modularité dans l'ameublement, qui est devenu quelque chose d'assez familier aujourd'hui, mais qui était une nouveauté à l'époque. Nous sommes dans les années 50. Et donc ça nous amène... bon, alors, je finirai pas. Pardon. Quatrième et dernière partie. Créé pour tous. Ça, c'est le fameux bloc de la cuisine de la Cité radieuse de Marseille, qu'elle a conçu pour Le Corbusier, où elle met en application ses principes de rangement et de disposition des équipements sur un espace réduit. Son idée, c'est qu'il faut éviter des déplacements inutiles. Donc, elle part sur un carré de 4,80 m, et sur 4,80 m, il faut que la ménagère puisse avoir à portée de main tout ce qu'il lui faut pour cuisiner. Voilà l'idée de départ. Et c'est ainsi qu'elle conçoit à la fois un espace de travail et de rangement qui est directement ouvert, parce que là, voilà, justement, une cloison ouverte vers le séjour qui est là, vers le salle à manger séjour qui est là. Dans la même période, donc, c'est là où elle conçoit les chambres des cités, des maisons de la Tunisie et du Mexique, à la Cité universitaire internationale de Paris. J'ai oublié, oui, à la même Cité universitaire, elle a contribué aussi au pavillon suisse des années 30 avec Le Corbusier. Puis là, on est dans les années 50. Donc voilà ces étagères ici. Puis l'ensemble, ça rappelle un peu ce que Jean Prouvé avait conçu à la Cité universitaire de Nancy avant-guerre, et puis après aussi ils ont collaboré hein, là dans ce genre de chantier. Là voilà cette fameuse étagère de la maison de la Tunisie, et puis la maison du Mexique. Et puis c'est là qu'on arrive tout naturellement au lycée climatique d'Argelès, ou bien qui est en train de se terminer dans ces années-là. On a commencé à le construire en 55, il me semble. On a célébré en 2006 le cinquantenaire. Vous voyez, donc 56, mais il n'était pas terminé encore. Voilà une photo prise en fin de chantier où on voit que les bâtiments ne sont pas encore tout à fait terminés, mais le gros est fait. Et c'est dans ce lycée que l'architecte André Raymondet a convoqué un certain nombre d'artistes de l'époque qu'il connaissait, dont Charlotte Perriand, qui ici a proposé des rangements. Donc au lycée d'Argelès, il y a eu des dizaines et des dizaines de rangements de Charlotte Perriand qui ont été conçus pour être alignés le long des couloirs de desserte des salles de classe. Donc voilà une photo que j'ai prise il y a maintenant 15 ans au moins, à l'époque du cinquantenaire du lycée. Voilà l'état de l'époque de ces rangements côté couloir. Vous voyez, avec une armature métallique et des panneaux d'isorel ou de contreplaqué pour les fermer côté couloir. Et les voilà côté classe, côté intérieur des classes, avec, vous voyez, des fermetures à crémaillère, comme ça, à tambour, qui s'ouvrent
et se ferment pour donc accéder au pater où les élèves pouvaient déposer leurs vêtements en rentrant en classe. Donc voilà l'état. Les couleurs ne sont pas de Charlotte-Perriand, hein, mais voilà l'état des lieux il y a 15 ans au lycée de climatique. Ils ont été contactés par les galeries parisiennes comme la galerie Downtown, qui est la spécialiste de Charlotte-Perriand à Paris, qui leur ont fait des propositions, je crois, d'achat et de rénovation, mais enfin, tout ça n'a rien donné, alors que maintenant, on apprend que le Crous, je vous en ai parlé dans la séance précédente, vend des pièces de Jean Prouvé aux enchères. Donc on pourrait peut-être aussi s'intéresser à ce qui se passe. Et ça, c'est la salle des profs du lycée d'Argelès, où il y a une étagère qui m'intrigue beaucoup, que voilà. Alors là, vous avez une toile de Manessier quand même. Hein. Ça, c'était, alors, tenez-vous bien, c'était le foyer des jeunes filles du lycée, de l'internat des jeunes filles du lycée, avec une toile de Manessier de 4 mètres de long. Je ne sais pas si aujourd'hui, un foyer d'élèves pourrait se permettre d'avoir une toile de maître, vous voyez, en décor. Hein. Bon, en tout cas, elle a tenu le choc, hein, 50 ans après. Mais sur le côté, vous avez une étagère ici. Cette étagère, moi, elle m'intrigue, parce que tout donne à penser que c'est une œuvre de Charlotte-Perriand, mais je ne suis pas expert. Mais puis elle a été repeinte, vous voyez que ce n'est pas du tout les peintures d'origine, hein. Ça n'a rien à voir avec les peintures d'origine. Mais il faudrait gratter là-dessous, aller voir ce qui se passe, et peut-être qu'on découvrirait qu'on a ici une étagère cloison de Charlotte-Perriand. Maintenant, je n'ai pas fait le... Alors voyons, si vous m'accordez 10 minutes de plus, je peux boucler mon affaire. S'il n'y a personne après... et j'en finis avec Charlotte pour cette fois. Parce que son grand œuvre, il ne faudrait pas quand même faire l'impasse dessus, c'est quand même son travail aux arcs. Hein. Donc, elle a beaucoup fait pour la montagne. Je vous ai déjà dit qu'elle était alpiniste, etc., grande amatrice de montagne, et donc elle a essayé d'imaginer des choses pour la montagne, notamment des refuges. Avec, vous voyez, ici, une proposition de refuge possible, qui a été conçu comme un prototype, mais qui n'a pas été finalement, qui n'a pas donné lieu à fabrication, en quelque sorte. Mais c'était une idée assez brillante, vous voyez, d'ossature très légère, à monter rapidement, qui pouvait dépanner dans des coins de montagne où il y avait besoin de construire un abri, en attendant de construire des abris plus costauds en dur. Deuxième proposition, qui a été également très saluée à l'époque, le refuge Tonneau, qui a été reconstitué à Flaine, vous voyez, en Haute-Savoie, en 2010. Parce que lui aussi, il est resté dans les cartons, en quelque sorte. Il a été dessiné, pensé par Charlotte-Perriand, mais pas réalisé. Et donc, il a fallu attendre 50 ans après pour qu'il voie le jour. Alors, vous voyez comment il est conçu. Il est sur pattes, il ne repose pas directement sur le sol. Et voilà son organisation intérieure, en coupe et en plan. Et vous remarquerez l'inspiration. Ça, c'est des photos de Charlotte-Perriand qu'elle a prises elle-même dans les années 30 en Yougoslavie, où elle a voyagé dans les années 30 avec Pierre Jeanneret. Et elle a fait beaucoup de photos et visiblement, ce manège très sommaire, hein, très rustique, l'a beaucoup inspiré parce que regardez l'armature du refuge Tonneau. Vous voyez comment elle tire parti, elle fait son miel de toutes choses observées dans la vie réelle. Si vous vous intéressez à Charlotte-Perriand, en dehors des gros catalogues d'expos qui sont incontournables, mais qui demandent une lecture quand même attentive et motivée, on va dire. Il existe ce bouquin qui vient d'être publié il y a 3 ans par Laure Adler, ex-directrice de France Culture et chroniqueuse de France Inter et de C'est ce soir sur la 5. Elle a pondu ce bouquin qui est vraiment intéressant
dans un style alerte, comme elle écrit facilement. Hein, bon. Donc c'est très facile à lire. Elle raconte la vie de Charlotte, mais en même temps, ce qui est très précieux, j'y pense justement à cause de ça, c'est rempli de photos. Vous voyez ? C'est plein de photos, soit prises par Charlotte, soit par son entourage. Et donc c'est vraiment très 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 bien. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur elle, vous pouvez vous procurer ce bouquin, c'est chez Gallimard. Ça coûte dans les 20 €, un peu comme ça. Bon, c'est vraiment, ça vaut le coup, quoi. Bon, voilà. Alors, voilà l'intérieur du refuge, vous voyez, avec le bois. Et vous voyez le poêle. Moi, ça me fait penser à la coupe de bois qu'elle a photographiée. Vous voyez le lien qu'il y a entre les formes qu'elle a observées dans la nature et ce qu'elle transpose dans ses équipements. Le haut, avec les banquettes repliables et l'échelle pour monter au premier niveau, et puis son propre chalet à Méribel qu'elle fait construire, où vous voyez, elle mélange modernité et tradition dans un chalet d'inspiration savoyarde en construction, et le voilà aujourd'hui avec 2 niveaux, l'un pour elle, l'autre pour sa fille, la fameuse Pernette, avec un intérieur, vous voyez, où il y a à la fois le mariage de la pierre et du bois. L'ouverture sur le paysage, ça c'est une constante. Les formes organiques, les pièces de bois, vous voyez, tirées de la nature. Oui, d'accord. Sauf que je n'ai pas branché le secteur. Ça c'est l'étage pour Pernette, au premier, avec des panneaux coulissants pour s'isoler un peu, là encore, inspiration des maisons des bergers, où le berger s'enferme avec son troupeau dans les alpages et hop, il ferme son couchage la nuit pour être tranquille. C'est toujours la même logique chez Charlotte. Elle tire pas mal de choses de son environnement traditionnel. Voilà, l'ouverture sur le paysage. Et puis donc, nous en arrivons à l'aventure des arcs, sur lequel je vais conclure. Donc, les arcs, superstation, 30 000 lits aujourd'hui, hein, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. C'est vraiment la station alpine par excellence. Et donc, elle est au point de départ et à l'aménagement, puisque elle a été chargée par Roger Godineau, l'initiateur, homme d'affaires, de concevoir une station tout à fait nouvelle par rapport aux usines à neige qui poussent à ce moment-là, dans les années 60, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et donc, elle conçoit une station sans voiture, comme à Voria à la même époque, et avec une inspiration tout à fait différente des bars et des tours, puisque bien souvent, les nouvelles stations des Pyrénées et des Alpes ont été conçues un peu comme la transposition des cités urbaines en montagne, hein, avec des bars et souvent même des tours pour loger les skieurs. Exemple, Tourmalet 2000, qui date de cette époque-là, hein, à la Mongie. Donc, elle, par contre, elle dit, je fais non pas des tours, mais je fais des immeubles couchés. Hein, mes immeubles, je les couche et je leur fais épouser la forme, la pente même de la montagne. Et c'est comme ça qu'elle conçoit ces immeubles, la première tranche des arcs, 1600, avec un souci de procurer à chacun un ensoleillement et une lumière maximale. Donc la façade sud est tournée vers le grand paysage et la nature, tandis que la façade nord est conçue pour abriter un peu, procurer les sorties à l'abri vers les champs de neige. Donc vous voyez quelques exemples de cette première tranche des arcs, dite les arcs 1600, et surtout la plus connue de ces réalisations, où elle a vraiment mis la main à la pâte, parce que une partie de ce qu'elle a proposé a été réalisée en équipe. Donc elle a supervisé, mais elle n'a pas tout réalisé. Par contre là, la cascade, c'est elle qui en a fait un petit peu un immeuble de démonstration. Et donc là, elle a voulu
vraiment démontrer ce qui était possible de faire en épousant la montagne, carrément, vous voyez, en concevant un immeuble fait de tranches successives d'environ 20 mètres de large, 14 mètres, je crois, de large, et qui sont susceptibles de contenir environ 20 logements, vous voyez, qui vont du studio aux 3 pièces ou 4 pièces, vous voyez, il y a une certaine gamme de logis. Donc voilà cet immeuble qui est conçu donc de manière à abriter côté nord les sorties vers ski au pied, vers les pistes ici. On peut arriver et sortir du ski au pied. Et côté sud, par contre, on est l'inclinaison des appartements a été conçue de manière à ce que chacun puisse bénéficier de l'ensoleillement maximal sans être gêné par les autres. Donc, ce modèle-là, ce parti comme ça, d'épouser les pentes, de s'effacer dans la montagne, de se fondre dans la montagne, en même temps que de s'ouvrir aux grands paysages, etc. Tout ceci va servir de modèle à bien d'autres stations, et en premier, je dirais, on voit l'intérieur, qui a été reconstitué récemment, fidèlement. Voilà le plan. Ça c'est le studio, quoi, avec ce qui est la grande nouveauté pour faciliter la construction et abaisser le coût. C'est voilà l'entrée avec le bloc cuisine, ici à gauche. Il peut y avoir des rangements ici. Ici, on les a enlevés, on les a transposés dans le séjour. Mais sinon, on peut... Vous voyez, cette niche est propice à des rangements, ce qu'elle propose de faire, selon le cas. Chaque acheteur, parce qu'au départ, on vend, est libre de faire aménager, vous voyez, de trouver des aménagements particuliers. Mais surtout, sa grande astuce, ça a été de concevoir des blocs en polyester, préfabriqués en usine. Elle a trouvé un fabricant à Saint-Nazaire, dans l'architecture navale, et donc elle a fait fabriquer en série à des dizaines d'exemplaires ces blocs cuisine d'un côté et salle d'eau de l'autre, vous voyez, et les deux accolés avec la circulation des fluides incluse. Ce qui fait que ces cellules, en quelque sorte, étaient fabriquées à Saint-Nazaire, acheminées en camion pendant la belle saison. Vous savez que le chantier, c'était de mai à octobre, hein, en Haute-Savoie. Après, on ne peut plus travailler. Donc, les camions achemiнаient à raison de 7 par semaine, paraît-il, ces blocs qui étaient fabriqués en série et installés comme ça à la grue, hop, directement dans les appartements déjà préparés, avec des couleurs un peu pétard. Vous voyez, on est dans les années 70, hein, c'est un peu flashy, mais c'est l'esprit d'une époque quand même, hein. Et donc on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec notre équivalent pyrénéen, c'est-à-dire Piau-en-Galie. Piau-en-Galie est directement, sinon inspiré, en tout cas dans la même pensée, hein, que Charlotte-Perriand, mais je pense que Jean-Marc Vial, l'architecte de Piau-en-Galie, connaissait les travaux, bien sûr, de Charlotte aux Arcs, et a dû y penser lorsqu'il a conçu sa station, qui elle aussi épouse les buts de la montagne, et est conçue avec un angle de 45 degrés, de manière à ce que chacun puisse bénéficier de l'éclairement et de l'ensoleillement maximum. Voilà, en forme de conclusion, ça, bon, je vais vraiment vous lâcher. Un projet de maison au bord de l'eau qui a été remonté à la Fondation Vuitton à Paris, à l'occasion de l'expo, à l'entrée de la Fondation. Vous voyez la parenté avec Jean Prouvé, c'est pour ça que je la... Hein, donc, on est chez des gens qui ont essayé de concevoir un habitat léger, transportable, modifiable. Vous voyez, donc ils ont travaillé dans cet esprit-là. Et aujourd'hui,
où beaucoup de jeunes architectes travaillent sur la notion de logement minimum, comment dit-on, les tiny house. Tout ce courant-là de pensée, vous voyez qu'il a ses racines quelque part dans cet esprit-là. Voilà comment était conçue cette maison, ouverte sur l'extérieur. Et puis, pour terminer, voilà notre amie Charlotte à la fin de sa vie, lorsqu'elle a, habillée par Issei Miyake, le styliste japonais, avec un superbe kimono, elle va concevoir comme un peu pratiquement sa dernière vraie création, une maison de thé à l'UNESCO à Paris, à l'occasion d'une manifestation japonaise. Et elle va concevoir un magnifique petit endroit, vous voyez, qui va évoquer son passé japonais, son passé au Japon, avec un espace de calme et de méditation, avec des tatamis, vous voyez, on retrouve les tatamis, entourés d'une sorte de forêt de bambou recréée, vous voyez, qui permet de déguster à la japonaise. Vous connaissez l'importance de la cérémonie du thé au Japon, qui a un caractère quasi mystique presque. Donc voilà, nous nous quitterons sur cette évocation de cette vieille dame qui a parcouru le XXe siècle. Alors je vous remercie d'avoir voulu rester. La semaine prochaine, nous allons commencer la série de la nouvelle génération, les architectes qui sont toujours vivants, eux, et qui sont nés après la guerre, dont Jean Nouvel, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.